Alors, on va continuer sur les cas pratiques et cette fois-ci, on va travailler. On va avoir des cas pratiques qui sont plus liés à des thématiques métiers, des thématiques particulières. Donc, avec Émilie Grenaud qui va venir nous parler de l'entente pour la forêt. Donc, 25 ans d'expérience autour de la défense de la forêt contre l'incendie. Et donc Sylvie Lapché et Bertrand Odo, donc l'ADTM 30 et l'Adréal, qui vont nous parler de géoïdes, donc de ce qui se passe un petit peu au niveau des ministères. Même les ministères se mettent à coopérer, collaborer. Où va-t-on ? Non, mais ce qui montre que tout est en train d'évoluer. C'est ça qui est bien. Bonjour, donc je suis Émilie Grenaud, donc directrice adjointe du pôle Nouvelles Technologies de l'Entente pour la forêt méditerranéenne, qui est un établissement public administratif. Donc le pont réunit une dizaine de personnes autour de la géomatique et avec des développeurs sur la thématique cartographique, donc pour les feux de forêt, mais aussi pour l'ensemble des risques, puisque ce qui a été développé au niveau de la DFCI souvent sert aux autres risques. Donc là, par contre, je vais centrer ma présentation sur la base de données qui a été créée spécifique pour les feux de forêt. Donc cette base de... Alors, attendez, j'essaie de faire passer les diapos. Ouais, j'allais trop vite. Voilà. Donc, pour essayer de brosser en fait tout le cheminement qui a été nécessaire autour de cette base de données et pour vous brosser un peu toutes les étapes et surtout de cette mutualisation. Voilà. Donc, les premières cartographies papier feu de forêt, donc elles datent des années 80. Donc, il y en a au 100 millième et il y en a au 25 millième. Donc, elles étaient éditées directement par l'IGN et donc avec le découpage des feuilles des cartes IGN et donc avec le rythme de mise à jour des cartes IGN. Donc ensuite, avec le développement des SIG dans les années 80, les services se sont dotés peu à peu des SIG, justement dans la perspective de mettre à jour et d'actualiser ces cartographies de façon plus régulière. Donc, par contre, avec une limite, évidemment, c'était un coût d'acquisition des référentiels carto, le coût du matériel, des logiciels et de la formation du personnel, bien évidemment, mais aussi, surtout, par l'acquisition des référentiels carto. Donc, les premières utilisations du SIG, donc au niveau du Centre interrégional de la coordination de la sécurité civile, qui s'appelle maintenant l'état-major de la zone sud, donc date des années fin des années 80, et ont eu besoin justement des référentiels cartographiques de l'IGN, mais avec des coûts qui étaient inaccessibles, et donc il y a eu un premier échec en fait au niveau des acquisitions, donc une nécessité de mutualiser qui était obligatoire pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer à produire des données par les différents services. Donc il y a eu la création d'une plateforme technique donc au niveau d'état-major de zone, justement dans cette perspective-là, pour essayer de réduire les coûts et aussi d'harmoniser les démarches dans les différents services. Puisque là, chaque service, que ce soit alors à l'époque les services de l'État ou les SDIS, s'équipaient directement de SIG pour pouvoir produire les données. Donc il y avait une nécessité d'harmoniser au niveau zonal toutes ces démarches. Donc en parallèle, il y a eu la création de SIGLR, qui a permis justement dans ce cadre-là de favoriser et de permettre l'acquisition mutualisée des référentiels, qui s'est suivi ensuite au niveau de PACA donc par la création du Tour de Table, qui était un groupe informel à l'époque, et qui a permis l'acquisition notamment de la BD Carto. Avec tout un travail qui était nécessaire sur la BD Carto, puisque c'était une BD Carto qui était, avant de pouvoir être réutilisée, qui nécessitait un gros traitement. Donc il y a eu l'acquisition aussi d'une balise GPS, donc qui a été mise à disposition de l'ensemble des partenaires du Tour de Table pour pouvoir faire des corrections différentielles sur les relevés GPS, puisqu'à l'époque il y avait le brouillage des États-Unis qui donc la correction différentielle était d'autant plus nécessaire. Donc on l'a vu tout au long des discours ce matin, donc le CRIJ-PACA qui a été créé en 2001, donc qui a été pérennisé dans le cadre des contrats de plan État-région en 2000-2006.
J'arrive pas à passer. Je suis à moitié là. Il faut aller plus vite. Bon, je maîtrise pas la souris, je suis désolée. Donc en 98, l'état-major a souhaité, dans un souci d'harmonisation et de production commune, doter l'ensemble des services d'un outil clé en main, justement pour favoriser la production et une production homogène. Donc à l'époque, c'était avec le scan 25, le scan 100, la BD Carto, donc avec une remise de 80%. Bon, il y avait un certain nombre de temps de prestations techniques et de formation des utilisateurs, donc par des ingénieurs au niveau de l'état-major de zone, et donc ensuite à la charge des services, c'était les matériels et les logiciels, mais avec une remise de 25% sur le logiciel de GeoConcept qui avait été identifié à l'époque comme étant un logiciel intéressant pour pouvoir réaliser et poursuivre la création alimenter la base de données des équipements de DFCI. Donc il y a eu, au-delà donc, de l'acquisition matérielle et logicielle, la nécessité de définir un vocabulaire commun et une structure de base de données commune. Donc c'est ça a été traduit en fait dans un guide, ce qu'on appelait à l'époque le guide de normalisation, qui permettait de décrire précisément ce qui était nécessaire et de relever pour constituer ensuite les cartes opérationnelles pour les services de lutte, de surveillance et de lutte. Donc ensuite, des conventions de partenariat ont été mises en place au niveau des services de l'État et des sapeurs-pompiers ainsi que des collectivités, donc notamment au travers des conseils généraux. Et donc c'est ce qu'on a appelé le réseau SIG-DFCI. Donc c'est vraiment un réseau spécifique qui a été constitué pour coproduire cette base de données. Alors, de façon plus large, l'idée, c'était de partager un SIG-DFCI commun, mais c'est vrai qu'il y avait la coproduction de cette base de données qui était un élément majeur. Donc avec aussi, donc on voit le petit schéma en bas, le guide zonal permettait aussi de définir une charte graphique unique pour éviter d'avoir des symboles de tout ce qui constitue la base de données des équipements de DFCI, à savoir les pistes, les points d'eau, pour pas qu'il y ait des symboles différents d'un département à un autre, notamment pour les colonnes de renfort. Donc ensuite, en 99, c'était la création de la mission SIG zonale, puisque tout ce réseau-là, on voyait bien que c'était nécessaire de pouvoir s'appuyer sur une équipe technique, que ce soit pour la formation, que ce soit pour la poursuite de l'acquisition des référentiels, ou pour avoir une assistante, tout simplement de la coordination de l'animation et une assistance technique. Il était nécessaire de pouvoir avoir une équipe sur qui s'appuyer, donc c'est ce qui a donné naissance au pôle nouvelles technologies, donc en 2001, avec une création d'une convention triennale entre l'État et l'Entente, qui se poursuit encore jusqu'à présent, et qui, j'espère, se reconduira encore quelques années. Donc une des missions du pont, c'est justement l'animation du programme SIG-DFCI, qui est la continuité du réseau SIG-DFCI qui a pris naissance en fait dans les années précédentes. Et donc depuis, on poursuit cet effort d'animation pour constituer l'ensemble des SIG pour les feux de forêt, et cette coproduction de la base de données, et d'assurer ensuite toutes les démarches de mutualisation qu'on peut apporter à l'ensemble de ces partenaires, donc à savoir la formation. Donc on propose aussi des services d'impression centralisée pour les atlas DFCI. Donc on fait des partenariats avec les éditeurs, notamment GeoConcept. On s'assure donc que les référentiels cartographie puissent être mis à disposition, et notamment, donc on l'a vu encore avec SIG-LR pour cette année, les efforts sont à poursuivre et à continuer. Enfin, tout n'est pas gagné, il faut encore faire des efforts dans ce sens-là. Pour ce qui concerne les données métiers, donc c'est pas pareil, on assure une animation pour pouvoir
faciliter les conventions et les mises à disposition des données des partenaires, d'autres partenaires. Donc on intervient aussi dans des appuis techniques sur le développement d'outils spécifiques, notamment les modules Atlas, et ensuite la production de cartes DFCI donc au 100 millième. Et j'en profite, les 2 dernières qui ont été faites donc sur le Gard et sur l'Hérault, donc qui ont été remis donc ce matin pour l'Hérault, donc à Béziers, qui ont été remis au préfet pour l'ouverture de la saison feu de forêt. Et ensuite, donc à Alès, vendredi, pour le Gard. Donc j'ai pris 2 exemplaires pour le président de l'association, en primeur. Donc ce type d'outils, par exemple, sont très importantes donc, pour les services de lutte et de surveillance. Donc c'est ce type d'outils qui ont été réalisés aussi grâce à la mutualisation, puisque là en l'occurrence, pour donner un exemple, on aurait dû payer des 1 500 € de droits de reproduction graphique. Donc ce qui nous aurait fait 7 500 € si ça concerne l'ensemble des départements, sauf qu'il vaut mieux qu'on donne 10 000 € à Sigeller pour assurer l'acquisition des référentiels et faire d'autres actions bien au-delà, plutôt que individuellement payer systématiquement des prestations qui sont au final onéreuses. Oh, je vais pas y arriver. Ça y est. Donc ça, c'est un slide un peu long, mais qui illustre en fait l'organisation du réseau au niveau de la production de la base de données DFCI, donc avec le niveau départemental où en fait l'ensemble des services de l'État, des SDIS, les services forestiers, les collectivités, donc on signe une convention de partenariat pour le partage du SIG, d'un SIG DFCI, mais qui souvent en fait n'est que la production, se résume finalement à la coproduction de la base de données des équipements de DFCI. Donc ensuite, cette base de données est utilisée dans différents produits, comme les atlas DFCI, sont aussi utilisés dans les outils opérationnels des pompiers, notamment dans les outils de SITAC. Et ensuite, ils sont agrégés au niveau zonal en fait, et pour pouvoir être rediffusés, et à l'ensemble des partenaires et à d'autres partenaires. Par exemple, il est diffusé sur un serveur WMS au niveau du portail Orsec, donc au niveau national, de la sécurité civile au niveau national, et ensuite on le rediffuse à l'ensemble des partenaires pour qu'ils puissent avoir les données à jour pour produire sur les zones à cheval sur 2 départements, pour avoir des données à jour et continues sur leurs documents graphiques. Donc 10 ans après les premiers levés, puisque les premiers levés en masse, puisqu'il y a eu des tests qui sont antérieurs, mais les premiers gros levés datent des années 2000. Donc 10 ans après les premiers levés, on peut faire un bilan positif de tout ce travail-là. Donc puisqu'il y a une base de données qui est coproduite dans chaque département, des 15 départements de la zone sud. Actuellement, on a une base de données qui représente 47 800 km de pistes et 6 600 points d'eau, donc en dehors des points d'eau, des poteaux et des bornes d'incendie que vous retrouvez en zone plus urbaine. Donc la base de données DFCI est diffusée à l'ensemble des partenaires de la Convention. Donc on peut considérer que c'est un travail qui a porté ses fruits. Je ne vais pas y arriver. Par contre, donc 10 ans après, un bilan positif, mais qui nécessitait des améliorations. Au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que les départements rencontraient des problèmes de mise à jour de leur base de données et pour l'application des préconisations zonales. Donc forcément, ça se posait le problème de la fiabilité des atlas des documents opérationnels. Donc ensuite, pour la zone, les méthodes de classification alors la classification, les pistes sont notamment
divisé en 3 catégories. Donc chaque catégorie avait une définition particulière et spécifique selon certains critères, n'était plus respectée, et avec en plus une évolution au niveau de la représentation graphique. Donc ce qui posait des problèmes de la cohérence zonale au niveau des atlas, et notamment pour les colonnes de renfort, puisque à partir du moment où il y a une colonne qui vient en renfort d'un autre département, il faut qu'il puisse lire les documents opérationnels de façon sans réfléchir et sans même avoir à regarder la légende. Et en 3 minutes, ouais. Donc la multiplication des bases de données, donc pareil, on se rendait compte que finalement la structure telle qu'elle avait été proposée initialement, elle répondait pas à l'ensemble des besoins des partenaires. Donc il y avait un manque d'optimisation et on a eu besoin donc de réviser les documents cadres. Donc ça s'est fait, ça a commencé donc en 2011. Ça a été très long. Donc on a initié la démarche donc en mai, je crois, non, c'est ça, le courrier du préfet donc date d'avril 2011. Donc on a lancé la démarche avec les 15 départements. Alors on n'a pas souhaité faire un groupe de travail restreint, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec l'ensemble du réseau, c'est-à-dire à peu près, il y a 3 partenaires par département qui sont identifiés. Donc c'est le coordinateur SIG-DFCI, le suppléant ainsi que l'administrateur, et donc ça pour tous les départements. Donc on a souhaité travailler avec l'ensemble de ces personnes, de ces services, et en impliquant beaucoup plus que ce qu'il n'était les maîtres d'ouvrage, donc c'est-à-dire les collectivités, les maîtres d'ouvrage des travaux sur le terrain, puisqu'on considérait qu'il y avait une perte d'informations, l'ensemble des services et certains services retournaient sur le terrain systématiquement, alors que les maîtres d'ouvrage qui réalisaient les travaux étaient parfaitement au courant et informés des évolutions du terrain. Donc c'était tout à fait, ça nous paraissait très important de les associer et de pouvoir constituer une base de données qui leur servait aussi à eux, puisque c'était eux qui mettaient en œuvre la planification et la programmation des travaux sur le terrain. Donc ça nous a paru, c'était l'occasion aussi de pouvoir répondre à ces besoins-là. Et pour arriver, on l'espère, à une base de données qui puisse répondre à l'ensemble des partenaires, en essayant de la simplifier, mais c'est très dur de faire simple. Donc bon, on a un résultat qui a été validé, qui doit être mis en œuvre maintenant, donc aussi bien au niveau de la partie donc de la partie guide, on a été obligé de redéfinir certaines définitions, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, on n'avait pas forcément le même vocabulaire ni la même conception des choses, donc il a fallu repréciser certaines définitions, il a fallu redéfinir aussi au niveau de la représentation graphique, affiner pour lever toutes les ambiguïtés, et ensuite au niveau de la base de données, élargir pour que justement cette base de données puisse servir à l'ensemble des acteurs. Alors je me souviens, il y a quelques années, justement, il y avait des grandes discussions. On disait que la première étape consistait à se doter d'un vocabulaire commun, de se mettre d'accord qu'un poteau d'incendie serait représenté comme ci, comme ça, machin, etc. Donc en fait, ça c'est un travail qui n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, faut recommencer. Il y a des déviations qui se créent, il y a des... On améliore au fur et à mesure, donc c'était pas forcément les poteaux d'incendie, et encore on a simplifié la représentation, alors qu'il y a toute une réglementation au niveau urbain sur laquelle on n'est pas encore complètement complémentaire. Donc, mais bon, il y a quand même 2 notions qui sont très différentes, donc c'était pas forcément gênant. Donc tout en essayant de simplifier, on a essayé de vraiment repréciser pour essayer d'enlever toutes les ambiguïtés qui peuvent apparaître au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai que le vocabulaire commun, c'est un élément fondamental. On se rend compte que même si les gens travaillent ensemble, ont l'habitude de travailler ensemble, ils ont quand même toujours leurs besoins et leurs prismes qui font que ils se comprennent pas forcément toujours correctement de la même façon. Donc c'est vrai que c'est assez long, et on espère cette fois-ci arriver à un système et à des définitions qui permettront de poursuivre 20 ans. Pour les prochaines années. Voilà. D'accord. Donc j'ai pas tout à fait fini. Ah mais si, c'est fini. Hein. Alors voilà, bon, c'est des images. Je peux vous montrer des images. Donc bon, ça c'est l'atlas. Bon, voilà. Là, l'idée c'est vraiment de recueillir l'information au niveau pour l'aménagement des massifs.
et pas seulement une information qui est recueillie que par les pompiers pour les pompiers. Donc il y a vraiment la notion amont de l'utilisation des données, de la construction des données. Donc bon, l'idée aussi de la constitution d'indicateurs fiables pour mettre en place les politiques de la DFCI. Donc ensuite, bon là l'idée, je voulais vous présenter, j'ai pas de temps, mais c'était l'importance, on l'a vu ce matin de toute façon, des nouveaux outils et notamment de la cartographie web qui a, nous on l'a vu, modifier profondément le travail en commun. Même si les services avaient l'habitude de travailler en commun, souvent les données cartographiques, c'était le géomaticien qui le détenait. Donc c'était plutôt, donc les débats et les échanges se faisaient de façon, je vais pas dire théorique, mais de façon a priori, et en fait on se rend compte que le fait de vraiment de mettre à portée à disposition de façon beaucoup plus facile les données, ça permet de favoriser les échanges et le partage et la communication entre les acteurs de façon très importante, et notamment donc on a mis en place un outil à la demande des partenaires des Bouches-du-Rhône donc il y a 2 ans, et ça a vraiment dynamisé leur réseau, ça a dynamisé leur travail, et on arrive vraiment maintenant à avoir un outil donc, tel qu'il avait été imaginé il y a 20 ans, mais un outil partagé avec l'ensemble des données que l'ensemble des partenaires possèdent autour de la problématique des FCI pour pouvoir conduire et mettre en place les politiques forestières sur le département. Donc ça, on essaie de le... Bon, ça allait trop vite. Bon, là, c'était juste une visualisation cartographique de cet outil, donc où on peut voir les différents équipements avec les différentes... voilà, ce qui permet... Bon, ça, c'est... Je ne vous présente pas plus en détail, c'est une visualisation de cartographie web classique, qui devient classique maintenant. Et je ne vais pas y arriver. Voilà, donc là, donc on essaie de mettre en place un portail en fait pour l'ensemble des départements sur le même principe, donc avec une visualisation cartographique, un catalogue de données, et ensuite le téléchargement des atlas opérationnels, donc faciliter l'accès. Donc bon, on l'a vu ce matin, le web a profondément changé la diffusion et le partage des données. Donc on essaie de s'y adapter, mais ça va vite. Les technologies vont presque plus vite que nous à mettre en place les choses. Voilà, et donc pour finir, les perspectives en fait de la collaboration pour nous, et l'enjeu pour nous maintenant, c'est de transférer donc de transposer l'ensemble des données de la base de données des FCI sur le référentiel à grande échelle, donc de l'IGN, pour faciliter les échanges et les partages des données métiers, et notamment avec les collectivités, puisque sans ça, alors ça nous demande, pour l'instant, les partenaires, la plupart des départements, la base de données leur convient pour leurs besoins, mais dans un souci de démarche globale et à l'échelle de la collectivité, il nous semble fondamental maintenant de pouvoir travailler sur un référentiel commun. Donc la question se pose, quel partenariat donc avec l'IGN ? Bon, avec quelles spécifications techniques, on en a déjà abordé, on a déjà eu des réunions, mais il faudra qu'on avance plus vite à ce niveau-là. Une fois que les révisions des guides et la nouvelle base de données sera mis en place au niveau des départements, c'est vrai que l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à un référentiel commun et l'articulation ensuite avec le groupe de travail des serres forestières au niveau national. Donc je ne rentre pas dans les détails sur ce point-là, mais c'est un élément qui va changer les choses et la coopération. Encore une petite minute en guise de conclusion. Bon, ça va aller vite, voilà, le contexte favorable de mutualisation, donc on l'a vu, qui a progressé depuis ces 20 dernières années, mais qui se précipite là dans les dernières années, puisque avec les plateformes régionales dynamiques, justement, c'est ce qui favorise ces partenariats, et c'est nécessaire, et c'est vraiment le socle, l'élément de base. Ensuite, bon, il y a de plus en plus de géomaticiens sur qui on peut compter dans les différents services, donc ça c'est sûr, c'est des éléments facilitants. La baisse des crédits aussi partout, qui favorise finalement d'optimiser les systèmes, donc c'est pas forcément négatif dans la mesure où quand on a les sous, finalement on fait son outil chez soi et partager, bon, c'est accessoire. Alors que quand on a moins de sous, on essaie
d'économiser là où on peut, et notamment par le partage. Donc ça, c'est plutôt un aspect positif. C'est pour ça que j'ai mis que des aspects positifs là. Donc ensuite, il y a l'évolution des mentalités, de la réglementation qui facilite le partage. Ça aussi, on l'a vu. L'accès facilité au RGE depuis 2011, ça a vraiment beaucoup changé les choses. Je pense que ça, c'est vraiment un élément fondamental et moteur. Ensuite, la vulgarisation des outils d'acquisition avec les terminaux mobiles, le développement des outils web carto, donc ça on l'a vu tout au long de la journée, qui facilite l'accès et l'utilisation de l'information géographique par des non-géomaticiens. Et avec toujours ce besoin d'animation qui est permanent et vraiment dans une nécessité d'amélioration en continu. Voilà, donc les plateformes d'animation régionale, c'est vraiment des supports qui sont précieux et qui, on l'espère, a encore 20 années devant. Ben, on va essayer d'aborder ça. Merci, Émilie. De rien. Alors, tu peux rester là, si tu veux. Voilà. Ah, c'est pour les cartes. Et on va passer tout de suite la parole à Sylvie Lapché et Bertrand Audeau, donc, qui vont nous parler un petit peu justement de Géoïde et de la façon dont les ministères se sont mis à collaborer sur ce sujet-là aussi. Alors, j'ai la chance d'avoir un public conquis, parce que d'habitude, quand je fais ce type de présentation, je le fais face à des personnes qui considèrent que le SIG est un outil qui doit fonctionner, et on me laisse 5 minutes, je suis obligé de faire court, et je suis toujours frustré. Donc là, oui, mais là, tu fais court quand même, hein. J'ai le droit de faire long et verbeux, et je vais en profiter pour faire long et verbeux. Super, merci. Alors, le contexte. Alors, j'ai passé la première diapo un peu vite. Il y avait le titre, c'était le projet GeoIDE, infrastructure de données électroniques. Alors, le contexte, vous le connaissez. Des éléments dont vous avez tous entendu parler ou que vous avez vécu malencontreusement. Il y avait des systèmes d'information au sein des grands services de l'État qui étaient très hétérogènes, qui étaient incapables de communiquer ou qui communiquaient mal les uns avec les autres, qui avaient des interfaces très différentes pour les utilisateurs, pour les administrateurs. Là-dessus est arrivé en 2004, 2006, 2007, la RGPP, dont vous avez tous entendu parler. Et il y en a même qui soupirent devant, Maurice Terpéré. La RGPP... Ça, c'est avant Inspire, il y a eu Soupir. Voilà, exactement. Et la RGPP nous a imposé, avec des fusions d'organisations, de travailler un peu différemment. Donc il y a le management par objectif, et là c'est le management par la force. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, vous travaillerez ensemble, et on a été obligé d'y aller. Donc que ce soit à la DREAL où on l'a vécu, dans les DDT ou à la DRAF. La DRAF un tout petit peu moins, mais là aussi vécu. Et puis il y a eu Inspire, la révolution Inspire, qu'on avait un peu anticipé à la DREAL avec les données environnementales. Donc en gros, 2 grosses choses qu'il faut retenir sur Inspire. On nous oblige d'avoir des services de téléchargement, des services de visualisation, plus un catalogage. Et ça, ce sont des choses que l'on avait mis en place, mais c'était essentiellement la sphère environnementale qu'il avait mise en place. À ça, on peut rajouter différents éléments, comme la COVADIS, Commission de validation des données pour l'information spatialisée, qui nous fixait des normes que petit à petit on a commencé à s'approprier, le CNIG, Conseil national de l'information géographique. Donc tous ces éléments nous ont forcés à revoir notre façon de travailler. Dès 2009, les DDTM ont été les premières un peu dans l'œil du cyclone et se sont retrouvées avec des outils très différents. On commençait à s'approprier tous les outils avec la création des DDTM, ont essayé de les lier, ont eu un certain nombre de difficultés. C'était des outils qui arrivaient de la sphère du ministère de l'Agriculture, du ministère en charge du logement, en charge de l'écologie, qui arrivaient de sphères assez différentes. Dès 2009-2010, les ministères ont commencé à essayer de travailler ensemble pour arriver à un projet unique. Et aujourd'hui, on a une convergence vers le projet GeoIDE, une convergence qui est illustrée par un petit logo que nous a trouvé Sylvie. Alors,
Donc, je poursuis la présentation en fait qui est à deux voix puisque Bertrand est plus, je dirais, dans la partie management et pour ma part, je suis plus dans la partie mise en œuvre et test des produits puisque à la DDTM du Gard, nous avons participé au test de différents modules de ce projet GeoIDE. Donc là, je vous présente un schéma synthétique de ce qu'est ce projet, avec sur la partie gauche d'où nous partons et sur la partie droite les modules à venir. Donc on voit en haut à gauche un module cartographique que chaque ministère avait développé, chacun pour soi, et donc il a fallu imaginer une fusion de ces 3-4 modules de façon à arriver à un seul module que l'on appelle GeoIDE Carto. Donc cette fusion se fait par plusieurs paliers, bien entendu, puisque du jour au lendemain, on ne peut pas, même si les technologies se rapprochent, les technologies de base sont très proches, il faut quand même un certain temps pour que tout soit mutualisé. Il y a aussi la partie catalogage au centre, avec trois catalogues différents au départ. Et donc on arrive à droite sur le GeoIDE catalogue qui reprendra toutes les données des anciens catalogues de nos 3 ministères. Donc je rappelle, écologie, logement et agriculture. Vous avez en bas la partie base, stockage de données, avec au ministère de l'Agriculture quelque chose qui était très structuré depuis 2006. Dans les autres ministères, c'était structuré, mais de façon très hétérogène, je dirais, entre chaque entité. Donc un regroupement de tout cela dans la partie GeoIDE base. Et enfin, tout en bas, la partie distribution qui permet d'automatiser la distribution des référentiels de l'IGN dans nos bases de données. Donc avec le grand protocole qui a été signé entre les ministères et l'IGN. Donc vous avez ici une articulation donc des 4 grands modules dont on a vu le rapprochement dans la diapo précédente. Et donc ce qui a été dit au départ, c'est que il fallait retenir bien entendu ce qu'il y avait de meilleur dans chacun des outils de départ. Donc ça a été, et c'est toujours un petit peu difficile, mais à force, bien entendu, on avance et on y arrive, puisque au niveau des bases de données, au niveau de l'agriculture, on était un petit peu plus avancé dans la formalisation, dans la structuration des données. Donc ce ministère a été retenu pour mener ce projet GeoIDE partie base. Au niveau cartographie et catalogage, c'était le ministère de l'écologie qui avait des fonctionnalités beaucoup plus avancées dans les produits qu'il proposait. Donc c'est ce ministère qui a été retenu pour développer la mutualisation sur ces parties. Donc après, il faut bien entendu lier tous ces modules, puisque ces 4 modules sont développés indépendamment les uns des autres, mais dans un objectif de travailler ensemble par la suite. Donc vous voyez la liaison entre les 4 produits avec la distribution qui vient remplir automatiquement la partie base et puis qui vient se cataloguer directement à terme, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Vous avez la partie base qui vient mettre à jour la partie cartographique, qui est donc de la cartographie dynamique sur l'intranet ou l'internet, selon le choix des utilisateurs. Et cette base aussi qui vient remplir plus ou moins automatiquement la partie catalogage. Voilà, donc tout ça est en cours de mise en place. On est actuellement en train d'ouvrir la partie base, qui vient juste de terminer les tests. La partie carto, le module V1 est en production. On est en cours de définition du module V2 et le catalogage a démarré pour certaines structures. Alors bien entendu, tous ces systèmes, ils mutualisent au sein des ministères, mais il y a quand même une ouverture vers l'extérieur et il est bien entendu possible de diffuser les données qui sont cataloguées, comme le demande Inspire, bien entendu, par des flux, donc ça va être ou des flux WMS, WFS, ou alors des téléchargements directs des données au format Shape, au format Tab, ou autre format de données d'ailleurs. Et bien entendu, le catalogue sera moissonnable par des IDG et pourra moissonner
lui aussi d'autres IDG, de façon à pouvoir être connecté avec tous les partenaires. Voilà, je redonne la main. Bien, le projet GeoIDE, comme tout projet géomatique qui vise à créer une IDG unique, tout de suite crée évidemment une multitude d'IDG un peu périphériques, mais il s'inscrit quand même dans un schéma assez fort au sein de nos ministères. Il y a d'autres projets qui sont plus des interfaces cartographiques, mais qui vont s'appuyer sur cette architecture. Il y a un projet qui s'appelle GeoIDD, indicateur du développement durable, qui à terme devrait pouvoir aller taper dans la géobase dont on a parlé. Il y a un projet GeoRisque qui est plus orienté sur la diffusion des données risques, comme son nom l'indique, qui peut ressembler à GeoIDE Carto avec une ou deux fonctionnalités en plus. Mais on est vraiment sur ce système modulaire de base de GeoIDE où toutes les briques sont récupérables pour être facilement intégrées dans des nouveaux projets. Les ministères, alors j'aurais pu mettre la géomatique ministérielle au pluriel. Les ministères, pour l'instant, il y a 3 ministères qui travaillent ensemble, ceux qu'on vous a cités, agriculture, logement, aménagement du territoire, environnement. Travaillent en même temps, on passe sous QGIS. Il y a une volonté historique du ministère de l'Agriculture, les autres ministères s'y sont mis un peu après. Ça veut dire qu'on a quand même un gros boulot actuellement pour toutes nos équipes qui sont en même temps en train de basculer sur ces bases, sur cette nouvelle infrastructure, de basculer tout le patrimoine en QGIS, de former tout le monde. On a pas mal de choses à faire. On contribue au développement de QGIS, alors on n'intervient pas directement dans la forge, mais les ministères écrivent des add-ins dans QGIS qui sont récupérables, comme tous les add-ins. Demain, consolider les données. Aujourd'hui, la gestion de GeoIDE est confiée à chacun des établissements qui a sa propre géobase. Et ce n'est pas encore parfaitement consolidé au niveau national. L'idée, c'est que demain, vous puissiez aller interroger dans la géobase nationale très facilement toutes les couches qui se ressemblent et qui ont été mises en place par toutes les DREAL. Et c'est ce que j'appelle la consolidation des données. Et le projet GeoIDE permettra de le faire. Donc, on est sur un système intégré, complet, assez lourd et qui devrait aboutir normalement en 2015 avec l'ouverture complète de GeoIDE Carto. Alors juste pour vous parler de convergence, puisque Sylvie a oublié de le citer, sur une diapo tout à l'heure, elle vous a montré un petit nœud, un petit Scooby-Doo. Quand elle a tapé sur Google pour chercher ce Scooby-Doo, elle est tombée sur la diapo d'après qui vous montrait la convergence de tous les produits, ce qui prouve bien qu'on est même reconnu par Google comme étant convergent. Est-ce une qualité ou pas, c'est un autre problème. Pardon, excusez-moi. Merci. Merci beaucoup. Bon, eux, ils vont avoir le prix de la présentation la plus courte. Et c'est un prix que je remets avec plaisir. Parce qu'on va arriver, on va essayer de pas cumuler trop de retard.